Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs de Connivence pour l'invitation et puis merci à vous d'être venus. Donc on va parler des psychédéliques et puis voir un peu justement le lien entre la médecine psychédélique en expansion aujourd'hui et des théories plus neuroscientifiques et notamment liées à la théorie du cerveau prédictif et du traitement prédictif dont on va beaucoup parler. Alors déjà, ces travaux sont issus d'un bel écosystème de recherche transdisciplinaire avec des gens qui sont à la fois de la philosophie, qui viennent du monde des sciences cognitives et puis qui viennent des neurosciences et de la psychiatrie, donc à la fois à l'Institut du cerveau, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à Sorbonne Université. Alors déjà, si on revient sur ce que c'est que les psychédéliques, vous avez eu une introduction magistrale là, juste avant par Vincent. Finalement, les psychédéliques, parfois, on les appelle aussi des psychodysleptiques. Alors, c'est un terme qui est un peu controversé, parce que psychodysleptique, ça peut être un peu négatif, il y a une dimension un peu négative. Et pourtant, les psychodysleptiques, ce sont des molécules qui modifient la perception, l'affect, la cognition, et qui peuvent aussi modifier les comportements au cours d'une administration aiguë et qui provoquent des états altérés de conscience. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez fortement dans la définition aussi de l'effet des psychédéliques et qu'est-ce que c'est un effet psychédélique en soi. Les molécules psychédéliques, il vous les a présentées aussi Vincent, mais il y a plein de molécules psychédéliques qu'on dit vraiment, qui ont une phénoménologie psychédélique très pure, hein, notamment la psilocybine dont on parle beaucoup, le LSD aussi, et puis des molécules qu'on dit apparentées aux psychédéliques, notamment la kétamine, qui est une molécule dissociative qu'on utilise beaucoup en psychiatrie, et qui aujourd'hui a des effets notamment thérapeutiques assez intéressants, et qui est considérée comme un apparenté psychédélique parce qu'en fait elle a des effets subjectifs assez importants qui par certains côtés aussi peuvent ressembler aux effets d'égo-dissolution, aux effets hallucinatoires qu'on retrouve avec les psychédéliques. Il y en a d'autres qui sont parfois apparentés, notamment la MDMA, qui n'est pas forcément considérée comme une molécule psychédélique, mais qui peut être aussi considérée comme un apparenté psychédélique. Et puis des molécules plus anciennes, dont Vincent vous a parlé, la mescaline, DMT, et puis les molécules qui participent un peu à cette antéogénèse rituelle finalement. L'antéogénèse rituelle, c'était l'utilisation culturelle pendant très longtemps de cette phénoménologie psychédélique très particulière qui était utilisée pour des rituels chamaniques finalement un peu partout à travers le monde, avec des molécules comme l'ayahuasca dont Vincent vous a parlé juste avant, et puis d'autres choses qu'on connaît un petit peu moins comme l'iboga et le kava en Polynésie, qui étaient des molécules en fait pour lesquelles il y avait une voie, une utilisation un peu mystique, en effet en utilisant finalement ces effets subjectifs dont on va parler juste après. Et puis aujourd'hui, en psychiatrie, et c'est surtout pour ça que nous on s'y intéresse, notamment avec Lucie Berkovitch qui va faire la présentation après, c'est des molécules qu'on peut utiliser aussi à visée thérapeutique, et notamment dans la dépression résistante au traitement, la dépression pour laquelle les antidépresseurs monoaminergiques classiques, les antidépresseurs conventionnels, ceux qu'on utilise depuis plusieurs dizaines d'années déjà pour traiter les troubles dépressifs, sont inefficaces, voire ou pas assez efficaces. Donc dans la dépression, ces molécules-là, elles ont pas mal fait bouger les lignes, parce qu'il y a des patients qui étaient résistants à de nombreuses classes thérapeutiques, et puis d'un seul coup, ils répondent à une seule utilisation de psilocybine, par exemple, ou à une utilisation de la kétamine de façon répétée. C'est quelque chose qui peut être utilisé après dans d'autres troubles, et typiquement dans les troubles anxieux, dans le TOC, dans le PTSD, il y a des perspectives thérapeutiques pour la suite, et des ouvertures de recherche pour comprendre aussi les mécanismes physiopathologiques qui sont associés à ces effets thérapeutiques. Alors on va beaucoup parler dans cette session de la psilocybine. Vous avez déjà eu une introduction assez importante. Psilocybine qui peut s'utiliser donc maintenant aussi sous forme de traitement, notamment avec Compass, qui a fait un essai international qui va aussi commencer en France là bientôt. Et puis la kétamine qu'on utilise pour ses vertus thérapeutiques antidépressives et qui est plutôt considérée comme une molécule dissociative et dont on va pas mal parler aussi parce que moi une grande part de mes recherches utilise la kétamine plutôt que les autres molécules. La kétamine, ça peut se faire sous forme intranasale, que vous connaissez, c'est la S-kétamine, et sous forme intraveineuse, qui est un isomère avec les deux isomères de kétamine. Donc la forme S et la forme R de kétamine ensemble. Finalement, cette phénoménologie psychodysleptique, on peut la différencier en fait aussi en plusieurs caractéristiques pour essayer de voir un peu quels sont ces effets ressentis par les gens, par les patients et par les utilisateurs quand ils les prennent. Alors on a des effets qu'on dit vraiment psychédéliques, qui en général sont associés aux côtés de dissolution de l'ego, et qui est au premier plan, et puis des effets plutôt dissociatifs, qui ne sont pas tout à fait la même chose. Vous verrez qu'on a des recoupements, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans la dissociation, c'est plutôt une sensation de déréalisation, que le monde extérieur devient un peu irréel, et puis de dépersonnalisation, le rapport à son propre corps qui est un peu perturbé. Il
Il y a des molécules qui sont aussi plutôt psychostimulantes, notamment qui créent une accélération psychomotrice, d'autres qui sont plutôt hallucinogènes, avec des hallucinations multimodales, donc toutes les modalités sensorielles, la vision, l'audition, l'olfaction. Des molécules qu'on dit plutôt psychotomimétiques, qui vont mimer les symptômes de la psychose, mimer les symptômes de la schizophrénie notamment. Et des molécules qui sont aussi, donc on l'a vu, antéogènes ou thanatogènes. Antéogène, c'est plutôt l'expérience mystique qui va être reliée à ces molécules. Thanatogène, une expérience de mort imminente. Et puis entactogènes, des molécules qui vont favoriser la sociabilité, le côté empathique avec les autres. Donc vous voyez, ces différents types de phénoménologie ressentis par les sujets, ils sont à la fois spécifiques à certains types de molécules, et en même temps, vous allez voir qu'il y a des recoupements, des recoupements qui sont assez étonnants, et peut-être justement qu'il y a des mécanismes neurologiques, des mécanismes cérébraux, qui sont parfois un peu semblables. Alors si on commence par le premier grand type de distorsion qu'on va retrouver sous psychédélique, ça va être beaucoup donc, des distorsions perceptives, donc notamment de la perception visuelle avec la psilocybine, avec une sensation de conflit sensoriel parfois. Les patients qui disent que parfois certains de leurs sens semblaient s'éteindre, tandis que d'autres s'accentuaient. Une sensation parfois de métamorphopsie, une sensation de saturation des couleurs, ou alors des hallucinations très élémentaires qui peuvent survenir, avec la perception de points dansants, de kaléidoscopes, des choses qui sont décrites depuis très longtemps aussi dans la littérature psychédélique, qu'on retrouve plutôt avec les psychédéliques classiques, donc sérotoninergiques, la psilocybine, le LSD. On a aussi une phénoménologie de dissociation très forte. Je vous en ai parlé juste avant, et quelque chose de très très important pour la kétamine et pour des molécules qui vont ressembler à la kétamine. Donc la dissociation, c'est l'association d'une déréalisation avec cette espèce d'étrangeté du monde, du monde environnant l'individu, et puis une sensation d'autoscopie avec notamment des expériences de décorporation, avec la sensation de sortir de son corps, de flotter parfois à quelques centimètres ou quelques mètres au-dessus de son corps, et d'avoir une sensation vraiment de vision en troisième personne, comme si on observait son propre corps qui était en dessous de soi. Il peut y avoir aussi des distorsions un peu des sensations corporelles, et notamment un syndrome qui est très important qui s'appelle le syndrome d'Alice au pays des merveilles, qui ressemble à un syndrome neurologique qui s'appelle le syndrome de Todd, pour lequel les patients ont des sensations que leurs membres s'allongent ou rétrécissent en fonction des moments, et la sensation parfois que leur corps devient extrêmement grand ou au contraire tout petit, et des sensations de macropsie, de micropsie, donc que l'environnement devient tout petit ou au contraire très grand aussi. C'est une modification des formes, de la morphologie et du corps et de l'environnement. Et puis, il y a dans la dissociation sous kétamine notamment, il y a une disparition de la pensée avec une sensation très idéolytique, l'impression que les pensées elles-mêmes disparaissent, comme si l'esprit était un peu vidé. Cette dissociation, elle est reliée aussi à une deuxième chose qui est l'égo-dissolution, qu'on retrouve beaucoup, notamment avec les molécules sérotoninergiques comme la psilocybine, avec vraiment une distorsion de cette expérience très subjective du soi. Donc la capacité à se dire, mais ce que je suis en train de vivre, c'est moi qui suis en train de le vivre, et avec la sensation parfois de même plus vraiment savoir qui on est. C'est quelque chose aussi qui peut donner une sensation un peu de connexion avec le monde, avec la sensation d'être un peu absorbé par le monde environnant, absorbé par quelque chose, et vraiment une sensation de connexion très très forte avec son environnement. Les patients qui peuvent dire, je me sens connecté avec l'environnement, avec le monde, comme si finalement je faisais partie d'un tout. À l'acmé, il peut y avoir aussi, notamment avec la kétamine, des expériences de mort imminente, avec vraiment la sensation d'être décharné, la sensation d'être comme une momie, ou la sensation d'être déjà mort, parfois même la sensation de perception de gens qui sont morts et qui reviennent, donc des parents, des gens proches, etc., qui sont des expériences qu'on peut vivre. Et puis, il y a des perceptions qui ressemblent aussi un peu à ce qu'on ressent dans les near-death experiences, donc l'expérience de mort imminente, avec la perception d'un tunnel et d'une lumière au bout du tunnel, ou d'une sortie de corps aussi, comme je vous ai parlé juste avant. Donc cette expérience de mort imminente, elle peut être mimée en fait grâce à cette induction pharmacologique, et notamment plutôt avec la kétamine, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi avec des sérotoninergiques classiques. Il y a un autre phénomène qui est vraiment le cœur de ce dont on va parler juste là, qui est la modification des croyances. Et les patients et les sujets qui prennent ce type de molécules ont souvent la sensation d'une modification de leur perspective sur le monde. C'est-à-dire, avant la molécule, ils avaient, par exemple, quand on est très déprimé, qu'on a des croyances dépressives, la perception que plus rien n'avait d'intérêt, qu'ils étaient sans valeur, que le monde autour d'eux était très aversif. Et après une seule prise de ces molécules, parfois, on a une modification de ces cognitions, de ces croyances, qui étaient très rigides, qui semblaient invulnérables, inflexibles face aux informations venant du monde, et qui d'un seul coup se modifient un petit peu. Soit deviennent plus flexibles, soit changent carrément. Il y a des patients qui disent parfois, quelques heures après avoir pris la kétamine, par exemple, qui se sentent comme étrangers avec la personne dont qu'ils étaient il y a quelques heures auparavant. Donc une sensation vraiment de changement qui peut aller aussi vers des distorsions un petit peu des croyances, avec ce qu'on appelle l'apophénie, qui est la sensation de connexion entre des événements qui n'ont pas de sens entre eux, qui n'ont pas de relation logique, de relation causale entre eux.
Ça participe aussi à cette expérience mystique dont a parlé Vincent juste avant, avec souvent la sensation d'une connexion avec une force supérieure, avec une dimension très spirituelle, et puis la sensation parfois aussi d'une épiphanie cognitive, d'une révélation de quelque chose, où les patients, ils sortent, où les utilisateurs, ils sortent de cette séance de psychédélique, ils se disent, mais j'ai l'impression d'avoir saisi quelque chose qui m'était étranger jusqu'à présent, qui était mystérieux jusqu'à présent, avec parfois une difficulté à expliquer vraiment ce dont ils ont connaissance, donc ce qu'ils ont saisi, mais en tout cas cette espèce de sensation de quelque chose qui leur est révélé, qui est assez étonnant parce que c'est quelque chose qui a des caractéristiques aussi un peu mystiques, pas forcément reliées d'ailleurs à un contexte mystique religieux particulier, mais qui peut être vraiment lié à une sensation très intime de compréhension de quelque chose. Alors maintenant qu'on a évoqué ces effets psychédéliques de ces molécules, comment on explique finalement, comment est-ce qu'on comprend la mécanistique neurologique, la mécanistique cérébrale et de traitement de l'information qui a pu mener à ce produit fini, à ce qu'on observe, à cette espèce de phénoménologie très spécifique qui est associée à ces molécules. Alors pour essayer d'avancer sur ça, je vais vous proposer une grille d'explication, qui est une grille qui vient plutôt des neurosciences théoriques, des neurosciences computationnelles, et qui est reliée à la théorie du cerveau prédictif, qui est une théorie que certains d'entre vous connaissent, mais que je vais réexpliquer pour ceux qui ne font pas forcément des sciences cognitives. Donc cette théorie, c'est une théorie assez novatrice en neurosciences, qui là depuis une vingtaine d'années, à peu près structurée, et qui évolue au fur et à mesure des changements et des découvertes scientifiques à son sujet, et qui suppose en fait que le cerveau, ce n'est pas une machine finalement à recevoir des informations, ce n'est pas une machine à traiter de l'information brute, mais c'est une machine qui sert à prédire les variations qui vont se passer dans le monde, et prédire aussi toutes les informations sensorielles qui vont lui survenir au fur et à mesure du temps. Donc en fait, pour faire ces prédictions, il va encoder dans son architecture neuronale, au sein même des réseaux cérébraux, des croyances qui vont participer finalement à émettre ces prédictions, que vous voyez là, les petits P, et qui vont être confrontées à tout moment aux résultats des actions, des actions que le corps va mettre en place dans l'environnement, et qui vont modifier un peu les signaux sensoriels qui vont revenir au niveau des organes sensoriels et qui vont être traités par le cerveau. Les signaux sensoriels, ils vont être confrontés, justement, dans ce modèle très prédictif de la sensorialité, à ces prédictions et créer des erreurs de prédiction, donc c'est les signaux montants que vous voyez là, et qui vont, à chaque niveau de la hiérarchie, permettre de réviser les modèles de prédiction probabiliste que le cerveau se faisait sur l'intérieur de l'environnement. Donc c'est une sorte de dynamique constante de révision, de mise à jour des prédictions que le cerveau se faisait sur l'état de l'environnement en fonction des informations sensorielles qui lui viennent. Ça, bien sûr, est basé sur une hiérarchie assez complexe, puisque finalement, les prédictions peuvent s'influencer entre elles. Il y a des hiérarchies de prédictions qui sont en connexion les unes avec les autres et qui participent à la sémantique, qui participent à la connaissance des relations logiques, des relations de cause à effet qui existent autour de nous, qui sont dans le monde, et que le cerveau a besoin de prédire, a besoin d'interpréter pour comprendre exactement ce qu'il est en train de vivre, pour comprendre exactement ce que le corps et ce que l'individu va vivre dans le futur. Donc ça, cette théorie, vous voyez, elle est assez complexe. En même temps, la présenter comme ça, on se dit ça a l'air assez simpliste. Et en même temps, c'est assez complexe parce que ça modifie beaucoup de choses de ce qu'on imagine du fonctionnement de notre cognition et du traitement de l'information par le cerveau. Une des choses très importantes que ça modifie déjà, c'est la conception qu'on a de la croyance. Parce que finalement, vous savez, quand on dit « je crois quelque chose »,« je ne crois pas quelque chose », on parle de cette croyance psychologique, de cette espèce d'état conscient qui détermine un peu la façon dont on se positionne face à un événement dans le monde ou face à quelque chose. Mais la croyance au sens bayésien, au sens du traitement prédictif que je vous ai montré juste avant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus infime. C'est quelque chose qui est comme une micro-brique totalement inconsciente, probabiliste sur des micro-événements, sur de la micro-information, et qui, quand on agrège un peu un ensemble de ces micro-briques, un ensemble de ces micro-croyances, va permettre de générer un état mental conscient, quelque chose dans lequel on peut attribuer de façon consciente pour essayer de comprendre un peu ce qui nous arrive. Par exemple, quand je dis je suis quelqu'un qui a de la valeur, cette croyance-là, cette croyance consciente, elle va être dépendante de plein de micro-briques très anciennes, très inconscientes, qui pour le coup vont influencer au fur et à mesure du temps la perception que je vais avoir des événements, les actions que je vais mettre en place dans le monde et la façon dont je vais interagir finalement avec mon environnement. Ces croyances, elles sont aussi dynamiques, c'est-à-dire qu'elles évoluent à tout moment en fonction des informations qui nous viennent. Il y a des modifications de ces estimations probabilistes du monde en fonction des informations qui sont perçues par le corps.
Ça modifie aussi la façon dont on perçoit la perception et dont on comprend justement la façon dont le cerveau perçoit les signaux du monde. Et notamment la théorie du cerveau bayésien et la théorie du cerveau prédictif que je vous présente, elle considère que les perceptions qu'on a de notre environnement, ce n'est pas juste les signaux sensoriels purs, bruts qui sont perçus, mais vraiment une espèce de traitement très probabiliste aussi de ces signaux et qui sont à tout moment en fait comparés aux informations qui nous sont ramenées par nos organes sensoriels. Ça, c'est quelque chose qui permet d'expliquer pas mal d'illusions perceptives, et notamment ici, il y a une illusion de profondeur que vous avez, quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, où on voit des formes qui sont convexes et d'autres formes qui sont concaves. Et en fait, cette illusion perceptive, si jamais je modifie et je tourne à 360 degrés, par exemple, ce modèle, vous allez avoir une modification aussi de votre perception. Et ça, c'est vraiment en fonction du traitement prédictif des signaux qui déterminent notamment l'origine de la lumière, l'origine de l'ombre et de la lumière sur cette image, et qui fait que vous avez une perception, une phénoménologie sensorielle visuelle différente en fonction de ces prédictions et en fonction de la façon dont l'ombre et la lumière est distribuée dans cette image. Ça, c'est valable pour plein d'autres choses, pour plein d'autres signaux, notamment là sur ce tableau d'Archiboldo. Si je l'inverse aussi, je change de côté, vous allez avoir des prédictions sur la présence de la morphologie faciale, la présence d'un visage, qui vont filtrer un peu votre phénoménologie sensorielle, qui vont faire que vous allez percevoir un visage, là où juste avant il y avait un bol de fruits. Donc ça, c'est quelque chose qui influence aussi beaucoup de choses dans notre quotidien sensoriel. Là, typiquement, on peut avoir la perception de petits dinosaures qui sont en train de marcher. Ça, c'est dû vraiment à des prédictions que vous avez encodées au fur et à mesure de votre exposition à la présence d'images morphologiques qui évoquent un dinosaure. Pour des grands-parents, des arrière-grands-parents qui n'avaient pas forcément vu ces images, qui n'avaient pas encodé ce type de prédiction, ils verraient des petits rats avec des longues queues qui sont en train de marcher, mais ils ne verraient pas des dinosaures. Donc vous voyez, c'est à quel point notre phénoménologie est influencée par ce qu'on s'attend de voir. C'est quelque chose qui a aussi beaucoup modifié la conception qu'on a de l'interoception. Vous savez, l'interoception, c'est les perceptions qu'on a de l'intérieur de notre corps. C'est quelque chose de très important aujourd'hui. On sait qu'on a plein de signaux corporels qui remontent, qui sont traités, des signaux qui viennent des viscères, des signaux qui viennent de l'activité cardiaque, des signaux qui viennent de la tension musculaire, des signaux qui viennent parfois de choses de très bas niveau, typiquement le niveau de tension de microfibres musculaires qui sont traitées par le cerveau et qui sont interprétées par le cerveau. Finalement, cette interoception, elle est aussi pas donnée, c'est pas quelque chose qui apparaît d'un seul coup et qui est là à partir uniquement des informations sensorielles, c'est quelque chose qui est prédit de façon probabiliste, et l'interoception, elle est à tout moment traitée aussi comme une espèce de signal probabiliste qui est comparé aux prédictions interoceptives que le cerveau se fait de l'intérieur du corps. Ça, c'est quelque chose, ces perceptions viscérales, qui est considérée depuis assez longtemps déjà en neurosciences et dans ces théories très somatiques de la conscience, comme un peu les fondements, les bases de la conscience de soi, avec quelque chose qui participe justement à la sensation d'unité du self, avec l'idée d'un ancrage un peu viscéral dans le monde, qui est fondé justement sur ces perceptions sensorielles internes et sur cette comparaison entre les prédictions interoceptives et les informations interoceptives. Alors tout ça, c'est basé sur des processus neuronaux qui sont plus ou moins bien connus. C'est plutôt là où le bas blesse. C'est des processus neuronaux qu'on a du mal à expérimenter, qu'on a du mal à aller investiguer, mais pour lesquels on a quand même pas mal de manip et de modélisation à petite échelle, notamment à l'échelle du neurone ou à l'échelle de l'interaction entre des groupes de neurones entre eux, et qui permet d'imaginer un peu une implémentation neuronale de ce processus prédictif. Cette implémentation neuronale a notamment été beaucoup expérimenté et travaillé par Carl Friston et son équipe, que vous avez en photo juste là, et qui ont participé justement à la construction de cette théorie du cerveau bayésien avec un fondement qui soit aussi un fondement très neurologique. Alors finalement, ça nous fait une théorie, vous voyez, où on voit une sorte de prédiction constante des signaux sensoriels et de confrontation constante entre ces signaux sensoriels et ces prédictions, qui participent finalement à ce que notre phénoménologie soit une forme d'hallucination contrôlée du monde et de l'intérieur du corps, où finalement le monde n'est pas tel qu'il est, le monde qu'on voit n'est pas tel qu'il est réellement, mais c'est une sorte de confrontation constante entre ce qu'on imagine, ce qu'il est, et puis les signaux que nous envoie notre corps. C'est pareil pour l'intérieur du corps, où finalement beaucoup de sensations corporelles qu'on peut avoir sont en fait probablement complètement hallucinées, ou en tout cas générées par l'activité de notre cerveau. Alors tout ça, où est-ce que ça nous emmène par rapport au cerveau prédictif et aux psychédéliques? Eh bien, on voit justement que les psychédéliques, ils modulent de façon très importante toute cette signalisation neuronale, et aussi ils ont des effets subjectifs très importants qui sont à la fois liés aux cognitions, à la fois liés aux croyances qu'on a face au monde, liés aux perceptions, et puis liés aussi à notre rapport de conscience de soi, au rapport qu'on a avec notre propre corps.
Donc dans le cerveau prédictif, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les psychédéliques, ils agissent sur des signaux sur des voies de signalisation qui sont très très impliquées justement dans ce traitement de l'information que je vous ai montré juste avant. Ils agissent notamment sur des voies qui sont impliquées dans les signaux glutamatergiques. Donc le glutamate, c'est un des neurotransmetteurs dans le cerveau. C'est le neurotransmetteur le plus important, en gros, dans le cerveau. C'est celui qui participe à l'excitabilité corticale. Et en fait, cette espèce de balance qu'on peut avoir entre l'excitabilité liée au glutamate et l'inhibition liée au GABA dans le cerveau, c'est un peu l'alphabet cognitif. C'est un peu ce qui détermine le sens des messages qui sont transmis au sein des réseaux cérébraux. C'est une sorte d'alphabet très primaire qui permet au cerveau de dégager de l'information et d'encoder des signaux qui viennent du monde et de leur donner du sens. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les psychédéliques, par des voies différentes, des voies plutôt sérotoninergiques, sur les 5-HT2A pour les psychédéliques classiques comme la psilocybine, le LSD, et puis par des voies directes, notamment par l'antagonisme NMDA pour la kétamine, eh bien, ils vont moduler un petit peu ces voies de traitement de signalisation. Ils vont avoir un effet probablement sur la façon dont l'information est traitée par le cerveau, et notamment dont l'information sensorielle est traitée au fur et à mesure de ce traitement prédictif hiérarchique que je vous ai monté juste avant. Ça, c'est quelque chose qui pourrait participer peut-être à l'expérience mystique, justement, que les patients et que les utilisateurs ressentent quand ils prennent des psychédéliques, avec une perturbation par les psychédéliques de la capacité du cerveau à générer des modèles cohérents du monde à partir des prédictions et des signaux sensoriels, avec la génération liées aux psychédéliques de nouvelles croyances, de nouveaux modes d'explication de ce qui est en train de se passer sur le plan sensoriel et sur le plan interoceptif. Ça, c'est quelque chose qui pourrait participer aussi, et même si c'est encore des choses qui sont en train d'être testées, à l'effet thérapeutique de ces molécules, et notamment à la façon dont ces molécules vont modifier l'encodage des croyances, la façon dont ces molécules vont modifier la façon dont on met à jour nos croyances par rapport aux informations qui nous viennent. C'est quelque chose qu'on a testé notamment avec Tali Charlotte, Liane Schmidt et Philippe Fossati. On a essayé de voir l'impact de la kétamine sur la mise à jour des croyances, donc sur la façon dont quand on reçoit des informations du monde, des informations probabilistes, on modifie ces modèles probabilistes en fonction de ces informations. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la kétamine, en fait, elle module de façon très très rapide, quelques heures après la prise du traitement, la façon dont on traite les informations qui nous viennent, et notamment les informations en fonction de la valence. La kétamine, elle modifie ce traitement de l'information en donnant une préférence pour l'encodage des informations avec une valence qui sont positives pour le sujet. C'est-à-dire que d'une certaine façon, elle biaise un petit peu la perception des sujets en faisant en sorte qu'ils encodent beaucoup plus d'informations qui sont bénéfiques pour eux, qui sont positives, au détriment des choses qui leur seraient un peu aversives, qui seraient négatives. Donc ça, c'est un mécanisme cognitif très simple, basique, qui intervient avant même l'effet de la kétamine sur l'humeur. Ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est qu'on a aussi montré que finalement, cette modification du traitement de l'information, eh bien, c'est quelque chose qui prédisait l'amélioration clinique, qui était corrélé à l'amélioration clinique, notamment à l'amélioration de l'humeur, à la disparition des symptômes dépressifs sous kétamine. Donc, il y a quelque chose de très très basique, très fondamental, qui intervient avant l'effet antidépresseur et qui pourrait être lié justement progressivement à l'effet antidépresseur de ces traitements. C'est quelque chose aussi qui est étudié par rapport à la dissociation, où finalement la dissociation, une des hypothèses qui existe sur la dissociation, c'est que ce serait une perturbation de l'interoception, une perturbation du traitement interoceptif de ces signaux qui viennent de l'intérieur du corps, où finalement, quand les patients sont en train de vivre cette expérience de sortie de corps et une expérience de perturbation de la conscience de soi, eh bien, ce serait lié à une modification de la capacité du cerveau à prédire la façon dont le corps est en train de fonctionner, dont le corps est placé, dans cette espèce de prédiction proprioceptive et interoceptive qui, à tout moment, nous donne une sensation d'unité corporelle et qui participe à la conscience de soi. Donc ça, c'est une hypothèse intéressante, d'autant plus intéressante qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a certaines études qui montrent qu'il y a un lien en fait, entre l'intensité de ces symptômes dissociatifs, l'intensité de la dépersonnalisation notamment, et l'efficacité de certaines molécules comme la kétamine, ou entre l'intensité du vécu, par exemple, mystique des patients et l'efficacité de la psilocybine. Donc ça, il y a d'autres études qui montrent, qui n'ont pas retrouvé ces résultats-là, mais en tout cas, il y a une voie de recherche possible sur un lien entre l'intensité de cette phénoménologie psychédélique et l'effet thérapeutique de ces molécules. C'est quelque chose qu'on étudie notamment avec Willis Cantenis et Caroline Sevoscouche, où on essaye de regarder finalement l'impact de la kétamine, qui est le produit qui est accessible pour l'instant en France, sur l'interoception et la façon dont cette modulation de l'interoception par la kétamine va être reliée à l'efficacité thérapeutique et va être reliée aussi aux effets dissociatifs. C'est-à-dire à quel point on peut faire un lien entre ces trois dimensions-là, effet thérapeutique, effet dissociatif et modulation du rapport du cerveau et du corps. Voilà, je ne sais pas si j'ai fini trop vite. C'est bon ?
10 minutes, ok, bon, un temps de questions. Donc en conclusion, finalement, ça nous fait un champ de recherche assez important pour comprendre le lien entre cette phénoménologie des psychédéliques et l'efficacité thérapeutique de ces molécules. Il y a encore beaucoup de recherches et vous allez voir que Lucie, après, va vous montrer la dimension neuroscientifique et puis l'implantation neurologique de ces modulations. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ouvre des perspectives pour comprendre de façon beaucoup plus claire la façon dont les effets subjectifs de ces molécules, qui sont très importants, qui n'ont rien à voir avec les autres molécules. Quand on prend un antidépresseur classique, en fait, on n'a pas d'effet subjectif, on n'a pas d'effet de ressenti particulier de cet antidépresseur. Et bien pour comprendre pourquoi ces effets subjectifs ont un sens pour les patients et ont un sens pour la thérapeutique et la façon dont on va les utiliser. Quelque chose qui est assez important, notamment pour les psychothérapies assistées ou augmentées par psychédéliques. Vous savez qu'on peut utiliser les effets subjectifs des psychédéliques à visée thérapeutique, notamment en essayant de les utiliser dans la psychothérapie pour en augmenter la puissance, en augmenter l'efficience, en augmenter la rapidité, ou parfois rendre plus flexibles des modèles du monde du patient pour lequel on voudrait avoir une action thérapeutique. Donc ça donne aussi un sens pour la suite au niveau thérapeutique, avec l'idée de trouver des voies d'action qui soient complémentaires de nos voies médicamenteuses habituelles en psychiatrie. Voilà, et si vous avez des questions, j'ai à votre disposition. Bonjour. J'avais une question par rapport entre les psychédéliques et les dissociatifs. Est-ce qu'au niveau neurochimique, il y avait une différence principale qui pouvait expliquer la différence d'effet qu'on a entre les psychédéliques ou les dissociatifs? Donc les psychédéliques classiques au sens, et d'ailleurs Lucie Berkovitch ne serait pas contente que je mette la kétamine dans les psychédéliques, parce qu'en fait la kétamine, c'est un apparenté, un psychédélique, un apparenté dissociatif à ces molécules-là. Les psychédéliques classiques agissent sur plutôt des voies sérotoninergiques. Donc c'est leur première voie d'action. Ils agissent notamment sur un type de récepteur sérotoninergique, le 5-HT2A, pour lequel on sait qu'il y a par contre plein après d'interactions avec d'autres types de neuromodulation, et notamment des voies qui sont plus liées au glutamate. Donc ça, c'est des hypothèses de recherche qui ne sont pas encore abouties, mais qui sont probablement des hypothèses d'avenir pour comprendre les effets et subjectifs et thérapeutiques. La kétamine, donc, est un psychédélique dissociatif au sens pur, c'est-à-dire que la kétamine, la phénoménologie de la kétamine, c'est vraiment de la dissociation. Elle va plutôt vraiment agir sur un antagonisme NMDA, donc au niveau des récepteurs NMDA, qui sont présents à la fois sur des neurones GABAergiques et puis aussi dans des voies glutamatergiques plus classiques, et qui vont en fait avoir des effets sur le glutamate directement. Donc la voie commune, ça a l'air d'être le glutamate, mais on n'a pas encore de compréhension au niveau moléculaire de ces différences entre la phénoménologie dissociative pure et psychédélique pure au sens égo-dissolution, hallucination. Après, il y a quand même des ponts, il y a des choses qui se rejoignent, et dans la description phénoménologique qui est faite par les patients, et puis même après au niveau de l'activation cérébrale et des modifications cérébrales qui sont associées à ces molécules, il y a des choses qui sont vraiment très proches aussi. Donc c'est des pistes de recherche futures pour essayer de comprendre un peu le lien entre phénoménologie et mécanistique cérébrale, mais ce n'est pas encore au point. Bonjour, merci pour cette présentation très claire. J'ai une question par rapport au set and settings qui a été vu par d'autres scientifiques, et je voulais savoir quelle était votre perspective par rapport à ça et comment les molécules peuvent changer suivant les set and settings. C'est vrai que j'en ai pas parlé directement, mais c'était un peu en filigrane. Donc le set and setting, qui est le fait d'avoir un moment aussi de préparation, de modification des attentes de l'utilisateur ou du patient par rapport à la molécule. C'est quelque chose qui va modifier de façon très forte en fait les prédictions qu'on se fait sur l'efficacité thérapeutique du produit et sur les effets dissociatifs subjectifs du produit. Je vous en ai pas parlé, mais c'est une étude qu'on est en train de faire. Là, j'ai pas mis ces résultats-là, mais on regarde, nous, par exemple, à chaque administration de kétamine, ce que le patient s'attend à recevoir. Donc on le fait à chaque administration au fur et à mesure du temps, à la fois en termes d'effets thérapeutiques, d'amélioration de son état clinique, par exemple, et aussi d'effets subjectifs. Et on voit de façon très importante qu'en fonction du discours qu'on va donner aux patients, vous allez ressentir tel type d'effet, vous allez avoir telle sensation à partir de 10 minutes, à partir de 20 minutes, à partir de 30 minutes d'administration, eh bien, ça va moduler aussi la phénoménologie réelle qu'il va ressentir pendant l'administration. Donc on a une sorte de modification très profonde en fonction des informations qui sont données aux patients et en fonction des attentes qu'il va avoir sur le produit de cette phénoménologie. Ça, c'est
probablement, ça peut être expliqué par les modèles, par le même type de modèle que ce que je vous ai présenté jusqu'ici, avec une modulation aussi des prédictions sensorielles sur ce qui va se passer au cours de l'expérience. Et c'est quelque chose qui en anthropologie qui est assez intéressant aussi. Les travaux de David Dupuis notamment ont étudié ça dans des communautés où en fonction du discours qui était donné par les membres de cette communauté sur l'expérience qu'allaient vivre les psychonautes qui étaient inclus dans cette communauté, eh bien, il y avait des schémas, des schémas perceptifs, des hallucinations différentes, drivés plus ou moins par un contexte culturel particulier en fonction de ce discours-là. Donc c'est quelque chose qui est très important en thérapeutique, qui est très important en anthropologie. Et donc nous, avec les patients, on fait très attention justement à bien contrôler ce set and setting, et on l'utilise de façon très forte pour l'efficacité thérapeutique. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Votre présentation et la présentation précédente, on parlait exclusivement d'hallucinogènes sérotoninergiques, mais il y a une autre classe importante d'hallucinogènes, les anticholinergiques. Et qu'est-ce qu'on peut dire comme la datura, qu'est-ce qu'on peut dire de leur phénoménologie, comment elle se distingue ou comment elle ressemble à la phénoménologie des dissociatifs ou des sérotoninergiques, et aussi quel est l'état actuel de la compréhension qu'on a de la mécanistique neuronale sous-jacente à cette phénoménologie. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas étudié personnellement, donc je ne pourrais pas vous répondre, mais je pense qu'on pourra en parler pendant la table ronde après, parce que Vincent Verhulst et Lucie Berkovitch sont déjà penchés sur cette question-là, mais on pourra en discuter pendant la table ronde. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Je me demandais comment vous mettiez en lien les hallucinations visuelles et le cerveau prédictif, parce que quand on est sujet à ces phénomènes, c'est un petit peu comme si on cherchait à calquer des représentations stockées en mémoire sur une scène plutôt banale, on va dire, habituellement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur la prédiction et la valeur plus ou moins adaptative de tout ça? Enfin, je ne sais pas si vous avez... Merci. Donc ça, c'est une des théories actuelles de l'hallucination, qui est une théorie donc plutôt liée à l'école de Fletcher, qui est celle que Renaud Jardry, je pense, vous a présentée ce matin. Je n'ai pas pu assister à la présentation, mais donc qui est une théorie plutôt descendante de l'hallucination, où on imagine que dans l'hallucination, en fait, on a une sorte de surpondération, surimportance de ces messages prédictifs, de ces messages descendants, qui vont finalement filtrer et puis influencer les cortex sensoriels et faire en sorte qu'on a des espèces de patterns sensoriels qui sont générés de façon un peu artificielle par le cerveau. Soit en utilisant mal d'ailleurs des informations réelles qui viennent du monde, comme dans le syndrome de Charles Bonnet, par exemple, qui est une hallucination, enfin un syndrome hallucinatoire qui vient chez le sujet âgé, quand le sujet âgé a sa vue qui baisse, en fait, et il se met à percevoir des formes, à percevoir des objets, à percevoir des petits bonhommes, des choses qui sont en train de marcher. Et ça, c'est une des explications de l'hallucination, vraiment par cette espèce de complément par le cerveau de choses qui sont manquantes en termes des signaux montants. Ça, c'est assez intéressant aussi, parce que c'est d'ailleurs quelque chose dont on a beaucoup discuté avec Lucie Berkovitch, parce qu'en fait, on se rend compte que justement la kétamine est quelque chose qui est beaucoup moins hallucinogène que d'autres molécules psychédéliques comme la psilocybine, donc avec une phénoménologie hallucinatoire qui est très très rare pour la kétamine. Quand vous êtes sous kétamine, à la posologie en tout cas, qui est la posologie dissociative, vous avez assez peu de distorsion de votre perception visuelle, alors que la psilocybine, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fort avec des doses pas forcément très fortes. Donc c'est quelque chose qui est intéressant justement pour étudier la façon dont le traitement prédictif est différencié en fonction de ces deux molécules-là, et pour comprendre pourquoi il y a plus d'hallucinations dans un cas et pas plus d'hallucinations dans l'autre. L'une des hypothèses qui est actuellement avancée, c'est que la kétamine agit plutôt sur les prédictions descendantes, justement, donc en bloquant un petit peu ces prédictions descendantes, en inhibant la capacité du cerveau à prédire des modèles du monde. Et on voit que notamment la kétamine, dans des modèles comportementaux chez l'animal, elle inhibe la capacité d'un animal à utiliser des trucs qu'il a appris. C'est-à-dire que vous mettez de la kétamine à un animal, il se retrouve un peu incapable d'utiliser des modèles pour agir, pour récupérer une récompense, pour éviter un danger, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, parce que dans la psilocybine, c'est peut-être probablement aussi une modulation d'autres types de mécanismes, et notamment des mécanismes de traitement de l'information montant. Et ça, c'est quelque chose dont Lucie va vous parler juste après. Bonjour. Merci. J'ai une question de néophyte, parce que je ne sais pas du tout. En fait, il y a une contradiction dans l'appréhension des psychédéliques et par rapport au cannabis qui n'a sans doute rien à voir. Mais nos jeunes, on leur dit le cannabis peut déclencher de la schizophrénie. On les prévient à ça, et je voudrais avoir l'argumentation contraire à leur donner par rapport aux psychédéliques, justement.
Et une autre question, c'est sans doute idiot à ma question, mais voilà. Et la dernière, c'est pour rentrer dans un dispositif de soins de kétamine, il faut s'adresser pour quelqu'un qui a une dépression résistante, etc. Comment faire? Est-ce que c'est... Parce que les psychiatres n'en parlent pas. Voilà. Merci. Donc pour le cannabis, c'est une question très complexe et qui ouvre beaucoup de choses, mais pour vous répondre très rapidement, c'est une molécule qui n'agit pas sur les mêmes types de récepteurs, qui n'agit pas sur les mêmes voies cérébrales. Donc le cannabis qui module beaucoup de choses, mais une des choses qu'elle module, c'est les récepteurs GABAergiques. Et notamment, ce qu'on sait, c'est que le cannabis peut dysréguler, notamment dans des moments très importants qui sont l'adolescence, au début de l'âge adulte, dans lequel il y a une espèce de coordination progressive de l'activité des réseaux cérébraux. Elle peut dysréguler un peu la façon dont ces réseaux s'organisent entre eux et faire en sorte notamment que les neurones GABA, qui portent des récepteurs GABAergiques soient moins actifs et puis et modifie un petit peu en fait la capacité du cerveau à s'auto-organiser et à organiser son activité. Donc ça, c'est une des hypothèses actuelles qui pourrait expliquer pourquoi la prise de cannabis chez les sujets jeunes, notamment au moment de l'adolescence, début de l'âge adulte, favorise les états de transition vers la schizophrénie. Alors ça les favorise chez des gens qui ont plutôt des susceptibilités génétiques, environnementales, mais on sait qu'il y a énormément aujourd'hui de ces transitions psychotiques. La transition psychotique, c'est quand on passe vers la schizophrénie, quand on déclenche un état schizophrénique, eh bien, sont propulsés, sont parfois provoqués même par la prise de cannabis. Alors après, les psychédéliques, justement, ça a été quelque chose qui a été en débat pendant très longtemps et pour lequel notamment des détracteurs des psychédéliques mettent des drapeaux rouges en disant faites attention à ces molécules, on ne sait pas les effets prolongés sur la cognition, on ne sait pas les effets chez les sujets jeunes, etc. Les données scientifiques actuelles sont quand même plutôt rassurantes sur l'effet des psychédéliques, même chez des sujets jeunes adultes, avec pas forcément des modulations et des dysrégulations des réseaux cérébraux de la façon dont va agir le cannabis. Donc c'est des molécules qu'il faut vraiment séparer. Il ne faut pas les considérer. D'ailleurs, le cannabis ne rentre pas notamment dans la médecine psychédélique. Il n'est pas intégré dedans. Et c'est deux champs et de recherche et même de consommation qui sont pas forcément les mêmes. Le dispositif de soins, donc c'est la kétamine aujourd'hui, elle est plutôt pour les dépressions résistantes au traitement, donc résistantes à 2 classes thérapeutiques bien conduites. Et vous pouvez vous adresser à un centre qui les met en place, donc à la Pitié-Salpêtrière, à Saint-Antoine, à Sainte-Anne avec Lucie. C'est des centres où on peut faire de la kétamine. Merci. J'ai une question par rapport au modèle bayésien des croyances, je crois que c'est ça le nom. Je me demandais comment on peut expliquer qu'une prise de psychédélique bouscule l'inertie justement de ces probabilités-là. C'est une question assez fascinante parce que c'est justement, alors en parlant aussi des différences entre les dissociatifs comme la kétamine et les psychédéliques type psilocybine. Et en fait, la kétamine, il faut une prise répétée pour avoir un effet, et sur la cognition, même si je vous ai montré à des résultats, c'est après une seule prise, mais en fait, on se rend compte pour des effets vraiment de flexibilité des croyances et d'amélioration des symptômes, il faut que ça soit des administrations répétées. Alors qu'avec la psilocybine et avec des psychédéliques plus classiques, parfois une seule prise de traitement va entraîner des changements, donc des changements des croyances, des changements de perspective du sujet face au monde. Vincent vous en a parlé juste avant, par rapport aux sujets qui deviennent moins matérialistes, qui deviennent plus proches de la nature, et souvent après une seule prise pour ces molécules. Donc ça, on a encore du mal à l'expliquer, comment une seule prise de molécule va modifier à ce point-là la façon dont le sujet se positionne face au monde. Après, l'expérience est tellement forte, subjectivement, c'est une expérience qui est considérée par ceux qui en ont pris comme une expérience les plus intimes, les plus puissantes qu'ils ont eues dans leur vie, que c'est quelque chose qui quand même peut avoir des effets assez importants, prolongés. Donc en fait, cette dimension subjective, cette dimension très intime qu'on a quand on prend ces psychédéliques, c'est quelque chose qui participe probablement aussi à des modifications plus profondes et des modifications plus intenses. D'un point de vue très bayésien, si on reste d'un point de vue bayésien, c'est difficile de faire un modèle bien construit en fait, de cet effet unique de la prise de psilocybine ou de LSD par exemple, mais on peut imaginer notamment que la façon dont le cerveau va traiter l'information et va prédire un peu ce qui se passe autour de lui sera modifié de façon un peu pérenne par des voies notamment de neuroplasticité. Donc c'est quelque chose qui est une voie d'étude, on va vous parler Lucie juste après, où on se rend compte qu'en fait les psychédéliques et la kétamine, enfin toutes ces molécules qui ont des effets d'action rapide, ils vont modifier aussi la façon dont le cerveau va créer de nouvelles connexions. La façon dont ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, la façon dont il va au fur et à mesure réorganiser ses réseaux au fur et à mesure de l'interaction avec le monde. Donc je ne suis pas sûr qu'en fait la psilocybine ou la kétamine modifient d'un seul coup les croyances. En fait, je pense que ça modifie de façon très très
inconsciente, de façon très subconsciente, la façon dont on traite les informations au fur et à mesure du temps, ce qui participe comme ça à une sensation un peu de changement de perspective, un changement de pattern de nos croyances sur le monde, mais pas d'un effet très spontané, avec vraiment quelque chose qui est progressif, qui est en lien avec l'interaction avec le monde. D'ailleurs, si vous traitez par psychédélique ou par kétamine ou par psilocybine quelqu'un et que vous le mettez dans une boîte noire sans aucune stimulation sensorielle, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Je ne suis pas sûr qu'il se passe beaucoup de choses au niveau thérapeutique en tout cas.